heures. Merci d'être venus aussi nombreux. Mon nom est François Altfils, je suis le fondateur de Neurofeedback Luxembourg. Je suis ce soir avec Moïcha, qui est neuropsychologue, et le sujet, c'est un sujet qu'on connaît bien, c'est le trouble de l'attention, mais chez les femmes, ce qui est bien différent. Cet événement s'inscrit dans la semaine de la santé mentale. C'est un point que nous, on considère très important parce que le TDA représente quand même le diagnostic psychiatrique le plus commun posé aujourd'hui, actuellement. Et il y a des spécificités que nous allons voir côté femmes qui sont un peu différentes. Là. Alors, voilà. On a un sommaire aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler. Pour ceux qui ne pourraient pas assister tout à la fin, le tout va être enregistré. Donnez-nous une petite semaine pour qu'on fasse un petit montage et qu'on publie la vidéo après sur YouTube. On va vous parler de TDA, les spécificités chez les femmes, et aussi notamment le masquage qui est le sujet central, et le niveau hormonal qui est un point intéressant. Après, comment est-ce qu'on peut mesurer? Comment est-ce qu'on peut voir? Comment est-ce qu'on peut aider? En quoi le cerveau d'un TDA est-il différent? Et pourquoi le neurofeedback pourrait peut-être être une alternative ou un complément? Et qu'est-ce que nous, on fait différemment? Voilà, c'est le programme. Et on a une petite surprise pour ceux qui restent jusqu'à la fin, un petit cadeau, pour ceux qui ont la patience de rester juste à la fin. Sans plus attendre, voilà, qui on est, pourquoi est-ce qu'on parle. Donc, François Altfils, moi j'ai créé Neurofeedback Luxembourg il y a 10 ans. Entre-temps, je dois être pas loin de 2500 cerveaux qui sont passés entre nos électrodes. Moi-même, TDA, et puis voilà, vous avez l'équipe qui est là, en partie, Moïcha, Patrick qui était aussi en ligne derrière les écrans. On voudrait vous poser d'abord peut-être la question, pourquoi vous êtes là, quelles sont les attentes? Et donc, on a fait un petit sondage, on va voir si les dieux de la technique sont avec nous, on va vous proposer, vous pourrez... ah, c'est plus là? Non. Non, ok. Peut-être nous donner une ordre d'idée, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vous-même concerné vous-même? Est-ce que c'est un membre de votre famille? Est-ce que c'est par pur intérêt? Est-ce que vous êtes un professionnel des soins de la santé ou un professionnel de l'éducation et que le sujet vous intéresse? Donc, on va avoir un petit sondage juste pour voir qui est-ce qu'on a à faire et peut-être un peu orienté. Il y aura l'occasion de poser des questions au fur et à mesure. Et pour ça, il faudra toucher la petite icône et on va vous ouvrir à ce moment-là le chat. Alors, est-ce que... Ouais. Vous allez avoir un petit sondage qui devrait s'afficher. Si vous voulez bien nous répondre, comme ça, on sait... est-ce que le sondage s'affiche? Ah, ça devrait apparaître dans vos icônes, Là. je pense, dans les icônes en bas à droite. Ouais. Tout ce qui est, l'icône qui est en forme de triangle, de carré et de rond. Ah, il y a déjà des réponses. Ok, on a des réponses qui s'affichent. Ah, voilà. Donc, peut-être en introduction, moi, j'ai découvert seulement à l'âge de 40 ans que j'ai été diagnostiqué TDA, ce qui était pour moi un des éléments importants parce que ce qui a permis de mieux me comprendre. On va revenir encore dessus un peu sur ce qui est différent. Je pense que c'est un sujet un peu à la mode, mais certainement chez les femmes, largement sous-diagnostiqué. Et justement, la raison, c'est le masquage. Que disent les chiffres? Alors, qu'est-ce qu'on a comme public? Un peu de tout, hein. C'est à peu près égal partout. Donc, on a des professionnels de santé, des enseignants, de l'entourage, des concernés et des curieux. OK. Donc, il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On va les revoir au fur et à mesure si on peut. Non, ça, c'est nous, nos questions. Pas de questions jusqu'à présent. Donc, on va peut-être embrayer. Ouais. Voilà. OK.
Donc, tout d'abord, pour commencer, on voulait vous poser quelques questions pour voir aussi si vous aviez la capacité de vous identifier, vous ou quelqu'un de votre entourage, vis-à-vis de ces questions. Donc, est-ce que vous avez des difficultés à vous concentrer? Est-ce que vous avez l'impression d'être hyperactive mentalement? Est-ce que vous avez des difficultés à initier ou finir une tâche? Est-ce que vous ressentez le besoin de décharger une certaine tension physique? Est-ce qu'il y a aussi des comportements impulsifs où il vous arrive de couper la parole ou de finir les phrases à la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous endurez des symptômes sévères à la période de vos règles, symptômes prémenstruels et aussi symptômes physiques, c'est-à-dire d'inattention, d'hyperactivité? Et est-ce que vous êtes déjà tellement concentré sur quelque chose que vous en avez oublié vos besoins primaires? Donc, je peux déjà vous dire que si ces questions vous parlent, il y a une petite lumière qui devrait s'allumer. Parce que ces questions-là, elles ont été basées sur les symptômes qu'on connaît, sur les témoignages qu'on a eus de nos clients et de François, de Mélanie, des symptômes du TDAH, des choses qui sortent un peu du commun. Et donc, l'autre question, c'est est-ce que vous connaissez les risques associés au TDAH chez la femme? Les risques qui sont les suivants. Une faible estime de soi, moins de réussite scolaire, du coup, chez les femmes qui ont son TDAH. Il y a plus de troubles anxieux, de l'humeur, de symptômes psychotiques ou de troubles alimentaires. Donc, il y a aussi plus de symptômes de fatigue chronique et de fibromyalgie, plus de symptômes émotionnels, notamment autour de la période menstruelle, plus de harcèlement à l'école. Elles sont plus susceptibles d'être harcelées à l'école et elles ont des plus gros comportements sexuels à risque. Donc, il y a généralement plus de grossesses précoces, de mères célibataires chez les femmes TDAH, et il y a aussi plus de risques d'être fumeur ou fumeuse. Ou addicts. Voilà. Donc, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDAH. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental qui cause des troubles attentionnels, de l'impulsivité, de l'hyperactivité, des troubles exécutifs. Il faut savoir que les différents symptômes qui sont cités du coup ci-dessus, ils ne doivent pas être mieux expliqués par un autre trouble pour pouvoir poser le diagnostic de TDAH. En fait, le diagnostic du TDAH, c'est un diagnostic par exclusion. Donc, qu'est-ce qu'on entend par trouble attentionnel? C'est surtout une distraction facile. Donc, c'est vraiment dans de grosses guillemets. Hein. C'est pour faire simple, mais c'est la capacité à ne pas pouvoir maintenir son attention sur quelque chose. Pour l'impulsivité et l'hyperactivité, c'est plutôt une impatience et une agitation constante. Donc, avoir toujours le besoin de faire quelque chose avec ses mains, avec ses pieds, devoir se lever souvent, devoir marcher, ou même pendant la nuit, avoir beaucoup d'agitation pendant la nuit. Et les troubles exécutifs, donc notamment la planification, donc planifier des actions, planifier un voyage, planifier sa journée, l'inhibition, donc la capacité à retenir une action qui est automatique, et la mémoire à court terme, donc tout ce qui est mémoire immédiate. Donc la prévalence du TDAH, elle est de 5 à 12% des enfants, donc c'est 1 à 2 enfants par classe. Et ça touche 2 à 3 garçons pour seulement une fille. Et il faut savoir que le TDAH, il ne vient jamais seul. Il y a souvent du trouble oppositionnel avec provocation, des troubles des apprentissages, donc les troubles dyscalculie, dyslexie, etc. Il est souvent associé aux troubles du spectre autistique. Il y a beaucoup de troubles anxieux et de troubles de l'humeur. Peut-être un mot, il y a aussi une composante génétique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit dans la pratique, c'est que souvent, les parents remarquent que leur enfant a un problème de concentration, mais si un enfant a été diagnostiqué TDAH, il y a un des deux parents qui est concerné aussi. Et souvent, c'est pour ça qu'on a toute une famille qui vient nous voir. Et donc, il est important de noter que le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité devrait être plutôt appelé trouble de la dysrégulation de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce qu'en fait, le TDAH, ce n'est pas une difficulté à se concentrer, mais c'est une difficulté à réguler son attention. Donc, en fait, il y a soit pas d'attention, donc on n'arrive pas à maintenir son attention, soit il y a ce qu'on appelle l'hyperfocus, c'est-à-dire une fois qu'on est dans une tâche, on a du mal à s'en sortir au point d'oublier ses besoins primaires, donc aller aux toilettes ou même manger. Et donc, tous ces symptômes, ils comportent de nombreux risques et répercussions. Donc, on sait qu'il y a un lien entre le comportement perturbateur et faible maîtrise de soi durant l'enfance, et du coup des gains plus faibles à l'âge adulte dans la vie professionnelle. Il y a un lien qui a été établi par la littérature scientifique entre le déficit de l'attention pendant l'enfance et l'échec des études secondaires. Et le déficit d'attention chez les enfants, il est également associé à des mauvaises relations avec les pairs, ainsi qu'un comportement antisocial à l'adolescence et de la dépendance aux substances et aux écrans.
Donc, il faut savoir que tous ces éléments, ça engendre une baisse du niveau de scolarité, qui sont des obstacles importants à l'obtention d'emplois ou de diplômes qui sont plus complexes et souvent mieux rémunérés. Donc, c'est généralement des emplois plus simplifiés. Et lorsque ces personnes obtiennent un emploi, ça nuit au rendement et à la productivité professionnelle, donc ils sont moins efficaces. Il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas faire de stigmatisation, il faut avoir le choix. Donc, ne pas faire d'études supérieures, c'est pas rater sa vie. Donc, il est important d'identifier et d'intervenir de manière précoce pour éviter les comportements problématiques, car ça réduit l'accumulation d'événements négatifs dans la vie des personnes qui sont atteintes de ce trouble. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre pendant, qui est de s'auto-diagnostiquer après avoir regardé une vidéo sur TikTok. Ce n'est pas un diagnostic, on va y arriver. Le TDAH, c'est aussi valoriser les réussites, ne pas souligner les efforts qui restent à faire et ne pas constamment pointer les comportements négatifs ou les attitudes qui ne sont pas adaptées socialement. Parce que inadapté, c'est encore pas le bon terme. Et donc, il faut savoir que l'enfant, il doit développer des sentiments positifs sur lui-même, donc développer son estime de soi. Et ça passe par le regard que les autres y portent sur lui. Il ne faut pas comparer, mais utiliser les forces du TDAH, et elles sont bien existantes. François dit d'ailleurs que les TDAH sont des super pouvoirs. Moi, je pense que les super pouvoirs du TDA, c'est que quand ils ont une fois une idée dans la tête, et rien ne peut les arrêter. Ils sont parfois un peu obstinés, bornés, mais voilà. Il est aussi super important de différencier le trouble anxieux du TDAH, parce qu'en fait, les conséquences sont similaires, mais l'origine n'est pas du tout la même. Donc, on peut confondre le trouble anxieux avec le TDAH, et comme je l'ai expliqué plus tôt, par exemple, une personne qui est TDAH, elle peut en oublier de manger et d'aller aux toilettes, par exemple. C'est pas parce qu'on bouge tout le temps avec tous les membres et qu'on ne peut pas rester assis que c'est un TDA. Voilà. Non. Et donc, il y a une nécessité aussi de démystifier l'idée selon laquelle arrêter le sucre et les écrans, ça va faire disparaître le trouble. En effet, ça aide à réduire les symptômes parce que c'est des facteurs qui sont liés et qui ont une influence. Mais le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc on met avec. Et pour les parents, ce n'est pas une question de simple éducation non plus. Si votre enfant n'arrive pas à réguler son comportement, ce n'est pas parce que vous l'avez mal régulé, c'est qu'il fonctionne différemment. Et vous allez voir pourquoi. Le sommeil, alors le point, j'ai insisté pour qu'on en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation dans les deux sens entre le sommeil et le TDAH. J'ai jamais vu quelqu'un qui a été TDAH qui a un bon sommeil récupérateur. Donc, est-ce que c'est une cause? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une corrélation. De l'autre côté, c'est le sommeil, c'est notre super pouvoir. C'est là où on consolide, c'est là où on recharge les batteries. Donc, si vous avez un mauvais sommeil, si vous prenez les troubles, les symptômes d'une insomnie chronique et vous regardez les symptômes d'un TDA, ils se recoupent à 80-90%. Donc, une mauvaise hygiène de sommeil peut provoquer des troubles similaires à un TDA, mais il suffit de se remettre à dormir pour voir si les symptômes disparaissent et vous arrivez de nouveau concentré, vous vous rappelez tout, de nouveau, l'humeur est de nouveau meilleure. Donc, ça va dans les deux sens. Voilà. Mais le sommeil est super important. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin aussi pour apprendre, notamment pour le neurofeedback. Donc, on revient sur les facteurs importants, dont le sommeil, mais il y a aussi l'alimentation, le temps d'écran, donc le sommeil comme j'en ai parlé, et l'activité physique. Il faut savoir que tous ces facteurs, c'est des facteurs aggravants ou améliorants des symptômes. Donc, encore une fois, ce n'est pas la raison pour laquelle le TDAH est présent, mais ça peut avoir une grande influence. Le cas typique, c'est que les TDA disent je ne peux que me concentrer la nuit et donc ils vont avoir un rythme, ils vont travailler le soir. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins dérangés. Et puis, mais le lendemain, ils sont fatigués. Pareil, l'alimentation, ils ont une sacrée tendance à privilégier le sucre, alors que le sucre va augmenter leur nervosité. Et les temps d'écran, cette histoire d'hyperfocus, je pense que tous les gens ont déjà vu voilà, qu'est-ce que ça peut faire comme ravage. L'activité physique, pourquoi? Parce que l'activité physique permet de canaliser l'énergie. Et c'est primordial, voilà, pour arriver à vivre avec son TDA, parce qu'il faut vivre avec. Donc, le parcours du diagnostic est un parcours du combattant. Pourquoi est-ce qu'on parle de parcours du combattant? Parce que, comme l'a dit Mocha, c'est un diagnostic qui est fait par exclusion.
pour faire un bon diagnostic, il faudrait passer par un cardiologue qui va checker que votre système nerveux cardiaque est en bonne santé, que lui et la vue sont OK, que le neurologue devrait faire un électroencéphalogramme pour vérifier qu'il n'y a pas d'absence ou d'autres choses. Et c'est seulement si tous ces critères sont, si tout est en ordre et qu'il n'y a pas d'autre explication qu'on peut confirmer. En ayant accompagné des parents depuis longtemps et souvent sur ce chemin, souvent vous en avez pour un an. Donc, comment ça commence? Ça commence avec normalement le médecin de famille qui va vous référer vers un spécialiste. On va vous donner des adresses justement de professionnels qui travaillent là-dedans à la fin, au milieu des slides. Voilà. Le mot handicap invisible est important. C'est quelque chose qui est frustrant pour les gens parce que ça ne se voit pas. Si vous cassez la jambe, vous voyez que la personne ne peut pas marcher. Le TDAH, ça ne se voit pas. Voilà. Mais vous avez quand même des réalités. Et souvent, il faut fuir des diagnostics qui sont faits en 1 heure. Ça, c'est pas sérieux. Voilà. Donc justement, on y vient. Donc c'est ce fameux parcours du combattant où il faut démarrer, donc, comme l'a dit François, par les professionnels de santé. Donc j'ajouterai aussi orthophoniste, ergothérapeute, etc. Ce qui est très important généralement, puisque c'est, comme on l'a dit, souvent accompagné des troubles 10. Ensuite, pour nous, un bilan neuropsychologique est nécessaire. Et je vais vous donner son utilité. Déjà, c'est important de faire tester le QI parce que des difficultés attentionnelles, donc des difficultés à l'école, peuvent être aussi dues simplement à un retard dans les… Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ou un haut potentiel, qui est aussi un sujet très à la mode, mais ils sont réels. Quelqu'un qui a trop de facilité à l'école va aussi s'ennuyer, aussi montrer les mêmes comportements, alors que la raison est toute une autre. D'où l'importance de faire aussi un test de quotient intellectuel qui est long et qui ne se fait pas en 10 minutes sur Internet. Voilà. Et de faire des tests neuropsychologiques. Et par test neuropsychologique, j'entends des vraies batteries de tests, de même pas des petits tests sur Internet pour tester votre attention, pour tester… Il y a des vrais tests qui existent pour évaluer les différentes fonctions exécutives qui peuvent être atteintes dans le TDAH et des batteries attentionnelles qui permettent du coup d'évaluer l'attention, mais de manière spécifique parce qu'il y a différentes composantes en fait à l'attention. Et du coup, faire ce bilan neuropsychologique, ce n'est pas seulement pour aider au diagnostic, parce que ça aide au diagnostic, mais c'est aussi pour déterminer les faiblesses en fait, chez les personnes atteintes du TDAH et pour qu'elles puissent avoir un accompagnement adapté à l'école, qu'il puisse y avoir une certaine forme de réhabilitation ou même des stratégies mises en place pour compenser les difficultés. Et donc, à la suite de ce bilan neuropsychologique, avec l'exclusion des professionnels de santé, on arrive à une décision finale qui est le diagnostic et qui permet du coup une prise en charge qui est adaptée. Donc, on va pouvoir passer aux défis spécifiques des filles et des adolescents qui ont TDAH. Donc, ils sont les suivants. Donc, le diagnostic tardif ou absent, la manifestation différente des symptômes, des conséquences psychologiques qui sont accrues, des difficultés sociales, des enjeux hormonaux et de la maternité, ainsi qu'un masquage et de la compensation. Donc, on va prendre chaque élément à part et donner quelques exemples. Donc, pour le diagnostic tardif ou absent, c'est parce que les symptômes sont plus discrets chez les femmes. Il y a moins de perturbations en classe. Ou peut-être qu'ils le cachent mieux. Parce que chez les garçons, c'est plutôt apparent. On va en parler tout à l'heure que les symptômes chez les filles sont différents et que c'est pour ça aussi que ces symptômes sont plus discrets, donc moins faciles à déceler. Donc, le TDAH, ça a longtemps été considéré comme une maladie de garçons. Et c'est notamment pour ça que les critères diagnostiques sont basés sur les symptômes des garçons. Donc, moins facile de déceler ça chez les filles. Ensuite, donc, comme on en parlait, la manifestation des symptômes, elle est différente. Donc, chez les filles, l'inattention est prédominante, ce qu'on appelle de la rêverie. Et l'hyperactivité, elle est intériorisée. Donc, les filles, elles ont plutôt tendance à avoir une hyperactivité mentale, beaucoup réfléchir, beaucoup de rumination, ou alors avoir des stratégies compensatoires pour compenser l'hyperactivité physique. Vous savez, par exemple, je sais que Mélanie donnait l'exemple que dans ses chaussures, elle fait ça avec ses doigts de pied. Pour compenser le fait qu'elle ne puisse pas bouger quand elle est en séance avec un client, elle fait ça dans ses chaussures. Et donc, ça ne se voit pas. Donc, il y a aussi des conséquences psychologiques accrues, notamment plus de symptômes dépressifs et anxieux, des troubles alimentaires, une faible estime de soi,
et des comportements autodestructeurs. Il y a des difficultés sociales, donc un certain repli social parce qu'elles ne sont pas adaptées en société. Le moteur en dessous de ça, c'est un peu le ressenti. Bon, que moi j'ai, que beaucoup de clients disent, c'est qu'ils se sentent différents des autres. Voilà, je suis différent des autres. Je suis pas comme les autres. Voilà. Et on leur fait sentir en général. Ouais. C'est cette fameuse être adapté socialement. C'est quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas adapté socialement, on a tendance à le rejeter. Et donc, c'est ça qui mène aussi au repli social. Et donc, ces personnes, encore une fois, sont plus vulnérables au harcèlement. Donc, justement parce qu'elles sont différentes. Elles sont très visibles. Et il y a des difficultés d'organisation qui, du coup, ont un impact sur la vie sociale. Si on prend l'exemple du travail, tout simplement, s'il y a des difficultés d'organisation, ça peut causer des difficultés dans un emploi. Ensuite, il y a des enjeux hormonaux et de la maternité. Donc, il y a plus de chances pour les femmes TDAH de présenter des troubles du cycle menstruel péripartum, donc autour de l'accouchement, ou périménopause, donc autour de la ménopause. Il y a une augmentation de la sévérité des symptômes du TDAH pendant la période prémenstruelle. Donc, une fois par mois, les filles sont plus TDA. Ouais, c'est ça. Elles sont plus TDA que le reste du temps. Il y a aussi une sévère instabilité prémenstruelle de l'humeur. Donc, non seulement elles sont plus TDA, mais en plus, elles sont plus irritables. Et il y a des difficultés pour la grossesse, notamment avec le traitement qui n'est pas forcément adapté aux grossesses. Pas recommandé. Il n'est pas tératogène, mais il n'est pas recommandé. Donc, tératogène, c'est-à-dire que tu le bénis. Donc, on va se pencher un peu plus sur les deux premiers points, notamment en parlant du cycle menstruel. Donc, le cycle menstruel, il est composé de la phase folliculaire. Donc, c'est la première phase, c'est juste après les règles. Et c'est là que les œstrogènes, ils augmentent. Donc, les œstrogènes, ça permet ça augmente la production de la sérotonine et de la dopamine. Et donc, ça mène à une stabilisation du TDAH. En revanche, pendant la phase lutéale, donc c'est la période juste avant les règles, il y a un découplage entre oestrogène et progestérone. Et donc, il y a une augmentation de la production de progestérone. Et la progestérone, ce qu'on sait d'après les études, c'est qu'elle a un effet délétère sur la production de dopamine et de sérotonine. Et donc, il y a une aggravation des symptômes, d'où l'aggravation des symptômes du TDAH avant les règles, donc pendant la période prémenstruelle. Et donc, en fait, ces éléments, ils peuvent mener à une absence d'efficacité du traitement parfois, parce qu'en fait, tout est amplifié. Et donc, vous voyez là sur l'écran cette fameuse phase folliculaire où les œstrogènes augmentent. Et donc, le TDAH est stabilisé et la phase lutéale où le TDAH n'est pas OK. Donc, pour la période péripartum, il en est de même. Donc, au moment de l'accouchement, il y a une grosse chute de toutes les hormones et notamment des œstrogènes qui permettent la stabilisation du TDAH. Donc, chute des œstrogènes, il y a une aggravation des symptômes du TDAH, une aggravation des symptômes de l'humeur, et donc il y a plus de risques de dépression postpartum. Et pour la ménopause, on voit qu'il y a une baisse des œstrogènes. Donc, la ménopause, il y a une baisse des œstrogènes au fil du temps avec l'âge. Donc, diminution de la production de sérotonine et de dopamine. Et donc, les émotions sont amplifiées, il y a plus de labilité, donc de changements émotionnels rapides, plus d'irritabilité et une aggravation des symptômes du TDAH de la même manière. Et maintenant, on va parler un peu plus spécifiquement du masquage et de la compensation, qui est quand même le sujet principal de ce webinaire. Donc, qu'est-ce que c'est le masquage? C'est adopter des comportements spécifiques pour compenser ou dissimuler des symptômes. Le fait de cacher ces symptômes, il peut être conscient ou non. Et le but, surtout si le fait de cacher les symptômes est conscient, c'est de contrôler la façon dont on est perçu, donc d'être mieux adapté socialement, encore une fois. Donc, le masquage, il se manifeste de différentes manières. Ça peut être travailler plus dur ou plus longtemps pour compenser le manque de régulation de l'attention. Donc, on a été plus lent pour effectuer une tâche, donc on va travailler plus longtemps, le soir rester au travail plus longtemps pour pouvoir terminer ce qui nous a été demandé. Trouver des excuses plus créatives pour les retards ou les oublis, pour ne pas passer pour la mauvaise personne. C'est normalement des instants très rigolos. Vérifier son travail plusieurs fois, donc pour éviter les erreurs d'inattention, quand on a été distrait, etc., pour rendre un travail efficace. Et se forcer à adopter des comportements pour avoir l'air, encore une fois, adapté socialement. Donc, se forcer à ne pas couper la parole. Ça veut dire aussi copier ce que font les autres, même. En gros, c'est aller contre sa nature. Voilà. C'est se restreindre constamment, porter comme une camisole, en fait, pour avoir l'air comme les autres. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut faire attention. Le masquage, il amène des conséquences qui sont très importantes. Et ces conséquences, elles sont les suivantes. Donc, le masquage, il est temporaire et situationnel, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que dans certaines situations.
et qu'un certain temps. Il dégrade l'estime de soi parce que forcément, si on se dit qu'on n'est pas comme les autres et que c'est pas bien de ne pas être comme les autres, on se sent mal de ne pas être comme les autres et de devoir constamment cacher sa vraie nature, cacher comme on est nous en fin de compte. Ça retarde le diagnostic et donc la prise en charge puisque comme on masque les symptômes, en fait, on ne peut pas voir qu'il y a un TDAH derrière puisque les symptômes ne sont pas visibles. On a d'ailleurs vu ça un bon nombre de fois. Dans les 10 ans que je fais ça, c'est une fois seulement que les problèmes réglés de l'enfant, la mère dit, mais moi, je crois que ça me concerne aussi. Ouais. Voilà. Et puis, sur le long terme, c'est épuisant et ça cause généralement beaucoup de burn-out. Je pense qu'on a une cliente récemment qui est venue, qui n'a pas traité son TDAH quand on avait averti que ça pouvait être le cas et qui est revenue du coup parce qu'elle a fait burn-out sur burn-out. Donc voilà, il faut faire très, très attention avec ça. Les solutions et stratégies d'accompagnement, ça à toi, François. Okay. Alors, maintenant, une fois que vous avez fait votre parcours du combattant, donc vous avez fait neurologue, cardiologue, tous les médecins, tous les spécialistes, ça y est, c'est bon, vous avez votre diagnostic. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il y a différentes approches. La plus classique et la plus connue, c'est la médication. Je vais dire 2-3 mots dessus. Nous sommes basés à Luxembourg, donc il y a par exemple certains produits qui ne sont pas mis sur le marché à Luxembourg, qu'il y a dans d'autres pays, et puis ça arrive plus tard, où ils sont en rupture de stock. Le plus connu, c'est quand même la Ritaline. C'est pour quelqu'un qui a un TDA, ça peut être magique. Moi, j'ai encore eu, maintenant, je sors d'un call avec un parent TDA, il me dit, c'est jour et nuit, voilà, quand je prends la médication, quand je ne prends pas la médication. Sauf que médication, il y a quelques petits bémols. Premièrement, chacun réagit individuellement. Et certains réagissent différemment, même si c'est la même molécule, selon la marque, la préparation, les réactions sont différentes. Il y a les génériques, il y a etc. Après, il y a des médicaments qui maintenant sont, par exemple, Adderall, c'est quelque chose qui est très commun aux États-Unis, c'est pas du tout ici. On a d'autres préparations qui viennent plus d'Allemagne, qui sont plus utilisées en Allemagne ou en Belgique, mais qui viennent d'être mises sur le marché à Luxembourg. Parlez-en avec votre spécialiste, mais il faut essayer. Voilà, c'est pas magique. Ça va vous aider pour certaines choses, mais pas sur tout. Voilà. Mais il faut quand même rester vigilant parce qu'il peut y avoir des effets secondaires oui. qui ne sont pas dramatiques, oui. mais qui sont désagréables. Et les effets sur le long terme ne sont pas connus. On ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Les études commencent à être menées sur les effets long terme du méthylphénidate, donc c'est la molécule qui constitue les médicaments pour le TDAH, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de résultat. Et en fait, juste qu'est-ce que ça fait comme effet? En fait, c'est des molécules qui ont des actions très courtes et c'est ce qu'on appelle l'apport, c'est-à-dire que c'est un accélérateur au niveau du cerveau parce que l'inattention et la concentration et la distractibilité, c'est normalement des ondes lentes. Et donc, si on accélère ce cerveau, ben, il arrive à mieux fonctionner. Et la Ritaline standard, elle a une durée d'effet entre 2 à 4 heures. Ça dépend des personnes. Il y en a, au bout de 2 heures, ils ne sont plus, d'autres, ils sont aux 4 heures. Et donc, c'est du court terme. Et vous avez le désavantage de la médication. Vous n'en prenez plus, ben ça ne soigne pas. Tous les symptômes reviennent. Voilà. C'est on-off. C'est quelque chose pour compenser cette médication. Ce qu'on voit aussi, nous, c'est que dans la puberté, beaucoup de jeunes ne veulent plus la prendre parce que c'est à ce moment-là que la personnalité se construit. Et donc, ils ne veulent pas quelque chose qui rentre. Et la phrase que j'ai entendue beaucoup, des centaines de fois, je dirais, non, je ne veux pas prendre de médication parce que ce n'est pas moi. Ça me change. Et voilà, à ce moment-là, ben, il faut peut-être s'orienter d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Alors, ce qui est traditionnellement conseillé aussi, c'est des thérapies, c'est-à-dire plutôt orientation comportementale, TCC, tout ce qui est approche neuropsychologique. Il y a de très, très bons livres, très bonnes vidéos utiles qui sont à faire pour les parents et pour les familles, puisqu'il y a un composant génétique. Normalement, les TDA, ils se retrouvent entre eux et c'est très dynamique comme vie de famille. Nous, on conseille souvent
la méthode Triple P, qui est plus connue du germanophone à Luxembourg et qui est enseignée par le Kannerschlass et d'autres, ou la méthode Barclay, c'est plus en France. Ça vous donne des guidelines et c'est un échange d'expérience. Comment, en tant que parent, gérer ça? Parce que si vous avez plusieurs enfants TDA, je vous garantis que les week-ends, ils sont jamais tristes. Voilà. Et ça permet d'échanger, de déculpabiliser et de mettre en place, d'apprendre, tiens, lui, il a essayé ça, ça marche, chez moi, ça marche, etc. Et donc, essayer des choses avancées. En fait, il faut que vous deveniez les experts parce que tous les TDA sont un peu différents. Ouais. Voilà. La chose que tout le monde peut faire, on l'a déjà dit, mais il faut le redire, les facteurs, c'est vraiment l'hygiène de vie, c'est le sucre, le temps, écran passé. Qu'est-ce qu'on regarde aussi? Si vous regardez un film d'horreur à 19h et après vous vous rendez compte qu'à 22h je ne dors pas, c'est pas une bonne idée. L'alimentation, donc le sucre, les sucres lents, l'activité physique qui permet de réguler cette énergie, le trop plein d'énergie et pas assez d'énergie qui valide, ça c'est tous les facteurs où personne ne peut vous aider à part vous-même. Après, il y a encore un autre volet, et ça, c'est notre métier que nous, on pratique, où on a déjà pu aider quand même des centaines, voire des milliers de gens, c'est tout ce qui est neurotechnologie. Avant de rentrer dedans, on donne quand même des adresses. C'est à qui s'adresser à Luxembourg, au cas où vous n'êtes pas encore au courant. Le premier service, c'est le SCAP, service de consultation d'aide pour les troubles de l'attention. C'est de 4 à 18 ans. Donc, eux, ils accompagnent vraiment, ils font de la rééducation, c'est multiprofessionnel, etc. Ils sont dédiés à ça. Il y a aussi le centre de compétences, le CDA, pour tout ce qui est troubles de l'apprentissage, qui, eux, vont dans les écoles, peuvent donner des appuis, former les enseignants, etc. Ça, c'est votre premier, on va dire, point d'information. Si vous êtes dans l'enseignement ou si c'est au niveau de l'école que ça coince le plus, et c'est normalement là où ça coince. D'ailleurs, c'est normalement en deuxième année primaire que les premiers symptômes font le plus d'efforts. C'est quand le français se rajoute et quand on passe à l'écriture manuscrite au lieu de les lettres. Les lettres, voilà. L'autre site d'information générique, c'est le TDH, c'est édité par le ministère de l'Éducation. Parfois, ils mettent à jour, il y a des brochures, des outils, etc. Plus actuel, il y a aussi l'association des professionnels du TDA, c'est le Treffpunkt, qui donne d'ailleurs une liste des professionnels qui travaillent là-dedans, qui sont certifiés là-dedans. J'attends encore qu'ils nous mettent dessus. On a fait la demande, mais ceci dit, on n'a pas de problème pour annoncer leurs événements. Ils ont la semaine prochaine, ils ont 2 événements, un pour une formation pour professionnels et une conférence grand public au Centre Barblay la semaine prochaine pour justement le sujet lié, combiné de l'autisme et du TDA, où il y a beaucoup de regroupes et beaucoup de corrélations. Ouais, voilà. C'est une comorbidité fréquente. En tant qu'adulte, vous avez aussi un projet pilote du CHNP, donc l'hôpital neuropsychiatrique d'Ettelbruck, qui a lancé la clinique de l'attention pour les adultes. Mais d'après ce que je sais, liste d'attente, ils sont victimes de leur succès. Voilà. Sur Internet, en général, vous avez aussi beaucoup de bonnes sources d'informations, mais aussi beaucoup de mauvaises informations. Alors, les neurothérapies, ça c'est ce que nous on fait. Notre principe à nous, c'est que nous on s'intéresse au cerveau, l'organe où tout se joue, c'est le cerveau. Le cerveau, il y a 2 systèmes, le système chimique, ça c'est les neurotransmetteurs, mais malheureusement on ne peut pas les mesurer. Tandis que les bonnets là, on permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. C'est indolore, ça fait pas mal, c'est rapide. Et ça va vous renseigner sur beaucoup de choses de qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau. Parce que tant que vous êtes dans le subjectif, vous n'allez pas pouvoir faire la séparation. À quoi ça ressemble? Là, vous avez un exemple d'enregistrement, mais on va vous montrer une vidéo à quoi ça ressemble plus en détail. Pourquoi est-ce que l'électroencéphalogramme est traditionnel? Devrait être, malheureusement, c'est souvent pas fait. Là, ce que vous voyez, c'est un exemple de tracé. Et je suppose que vous voyez ma souris. Donc là, au milieu, ça,
c'est un électroencéphalogramme pas standard. C'est ce qu'on appelle des paroxysmes. Quand on a ce genre d'activité cérébrale, ça va faire les mêmes symptômes qu'un TDA, mais ce n'est pas un TDA. Et ce genre de cerveau devrait pas être traité avec de la Ritaline, mais avec un anticonvulsant. Mais pour ça, il faut mesurer, d'où l'importance. Et ça, c'est souvent fréquent. Nous, on le voit très fort. C'est corrélé à tout ce qui est troubles positionnels. Quand on a des troubles positionnels très forts, ben, on voit souvent ce genre de choses et malheureusement, c'est très peu regardé. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser et comprendre? Nous, on passe beaucoup de temps avec ça. Donc, ça veut dire que quand vous venez chez nous, on va vous poser le bonnet, on va mesurer un EEG, donc électroencéphalogramme. Mais en fait, ce que nous on fait, c'est un QEEG, donc c'est quantifié. On va prendre l'enregistrement d'activité électrique de votre cerveau et on a différents types de bases de données normatives. Pareil que comme quand vous faites une analyse de sang, je ne sais pas, la vitamine D doit être entre 30 microgrammes et 140 microgrammes. Ben, si vous êtes à 10, vous êtes en dessous. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une distribution normale. Donc, nous, on va voir comment est votre activité électrique comparée aux gens de votre âge, ce qui donne des références. Ce n'est pas un diagnostic, mais ça va vous montrer comment vous utilisez le cerveau. Sachant que dans nos bases de données, on a les gens avec problème, sans problème, etc. Donc, c'est plutôt riche. Normalement, les gens, ils sont plutôt étonnés de tout ce qu'on peut tirer comme information. Donc, quantifier, en fait, ça veut dire qu'on va vous proposer des images comme celle-là. C'est un rapport d'une vingtaine de pages qui est plutôt dense. Et on va parler des différentes ondes. Petite intro rapide, 101 sur les ondes électriques dans le cerveau. Alors, on a des ondes très lentes jusqu'aux ondes très rapides. Ce qui est important, c'est la fréquence et c'est où ça se passe. Aucune de ces ondes, on a besoin de toutes ces ondes pour bien fonctionner, mais c'est la dose qui fait le poison. Soit vous n'avez pas assez, comme ici par exemple. Donc la comparée bleue, ça veut dire qu'il n'y a pas assez. Ça, c'est typiquement soit un damage de la substance blanche ou un manque de sommeil ou consommation excessive d'alcool. Donc le cerveau est ralenti. Il est ralenti, mais surtout, ce n'est pas flexible. C'est un cerveau on-off. Voilà. Le θ, c'est là où traditionnellement c'est des ondes toujours lentes, ça correspond à un état. Vous êtes juste avant de tomber, c'est l'état hypnagogue, c'est juste avant de tomber dans le sommeil, c'est des ondes lentes, mais c'est aussi la créativité, mais c'est aussi la mémoire. Donc, toutes ces ondes ont des piles et faces. Voilà. Ça dépend de la dose. Voilà. Ouais. L'alpha, nous, on appelle ça le ralenti du cerveau, mais c'est aussi les ondes du bien-être. Donc, si vous n'avez pas assez d'ondes alpha, si votre alpha est en bleu, on sait que la personne est anxieuse, elle va être mal à l'aise, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Mais l'inverse, si vous avez trop d'alpha, comme c'est illustré ici, surtout en frontal gauche, ben là, vous êtes dans une autre catégorie. C'est plutôt le brouillard mental. Voilà, ça peut aller jusqu'à la tristesse. Ça dépend de où et comment. Alors que maintenant, pendant que vous m'écoutez, j'espère que vous êtes dans ce qu'on appelle les ondes bêta, ça veut dire que vous êtes connecté au monde, les processus actifs sont là, vous pouvez écouter, vous analyser ce que je dis, est-ce qu'il raconte des conneries, est-ce que j'ai envie de le croire, est-ce que j'ai envie d'en savoir plus, je vais aller chercher, ça c'est bêta. Et après, on a le high bêta, moi j'appelle ça les ondes de Gaza, ça c'est le mode hypervigilance, le monde est dangereux, il faut faire gaffe, etc. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Et si vous êtes tout le temps dans le mode high beta, hypervigilance, ben vous consommez beaucoup plus d'énergie qu'il faut et donc vous n'allez pas fonctionner dans la durée. Vous allez pouvoir vous délivrer de la performance, je sais pas, 1 heure, 2 heures, et après, bam, ce qui n'est pas pratique parce que la vie est plutôt un marathon qu'un sprint. Et généralement, quand on est dans cet état pendant très longtemps, c'est ce qui conduit au burn-out. C'est ce qui conduit à toute l'énergie est consommée parce qu'on a été trop longtemps dans cet état. Et donc après, on se retrouve complètement ralenti. Le problème, c'est qu'on ne sent pas ça. Il faut le mesurer. Vous n'êtes pas capable de dire qu'est-ce que fait votre cerveau. Voilà, il faut le mesurer. Le cerveau est quand même un des reflets. Il raconte. Quand moi, je vois les ondes, le léger de quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je sais comment il fait sa vie. Parce que le léger est tellement riche. Voilà. Alors,
Donc, qu'est-ce qu'il dit le cerveau du TDA? Donc, le profil typique, donc celui qui est connu, et d'ailleurs au début du neurofeedback, l'entraînement par neurofeedback était basé sur cette hypothèse-là, donc c'est le ratio θ-β. Donc, ça veut dire qu'il y a un θ au niveau central, donc au niveau du centre du cerveau, qui est très élevé, et donc c'est ce qui cause des problèmes d'attention, de concentration, de mémoire, et en fait, c'est ce qui fait qu'il y a un ralentissement cognitif. Et le bêta en carence, donc un gros manque d'ondes rapides à cet endroit, qui fait que du coup, il y a une fatigue, un épuisement, de l'anxiété, donc on n'est pas alerte. Ça, c'est typiquement un cerveau où on voit bien, soit je suis on, high, là, up, ou je suis off, et là, je suis dans la lune, je rêve, je suis très créatif, mais pas productif. Alors, il y a différents profils cérébraux qui ont pourtant tous le même diagnostic. Et là, je vais laisser parler François, puisqu'on va parler de lui. Bah, voilà. Alors, il y a des gens comme Kropotov, qui est un scientificus. Lui, il a fait une typologie des types TDA. Il en a trouvé 9. Sauf que dans la pratique, on ne trouve jamais 9 types différents, on trouve des combinaisons. Ici, vous voyez, même si vous n'êtes pas un expert des ondes et des QEG, vous voyez, c'est quand même des images bien différentes. Ici, on a un premier profil ici où on voit, a priori, si je regarde qu'à la surface, tout va bien. Si je regarde un peu plus en détail en puissance relative, ben, je vois qu'il y a trop d'ondes blancs delta. C'est ce qu'on normalement fait quand on est en sommeil profond ou en coma. Donc, puissance absolue, c'est par rapport à cette fameuse norme dont on parlait avant. Donc, c'est la personne comparée à la population de son âge. Et la puissance relative, c'est la personne comparée à elle-même. Oui, les ratios d'ondes interpersonnels. Voilà. Comment elle distribue la puissance. Et ça, c'est Mélanie, donc une de nos neuropsychologues, qui a quand même fait toutes ces études, y compris de neuropsychologie, sans se rendre compte qu'elle avait un TDA. Et c'est simplement, après avoir travaillé avec moi des années, je dis, c'est pas normal que tu me supportes, parce que normalement, travailler avec un TDA, c'est pas facile. Si tu me supportes, ça veut dire qu'à mon avis, tu l'as aussi. Et donc, elle a fait tout le chemin aller voir une autre neuropsychologue et effectivement, diagnostic confirmé. Donc, il a fallu quand même qu'elle travaille quelques années dedans pour se rendre compte. À droite, ici, ça c'est moi. Ça, c'est typiquement le profil d'un TDA. Donc, le delta en carence manque un petit peu de sommeil profond, on, off. Voilà, ici, vous avez le high beta qui est quand même bien rapide. Bam, action. Maintenant, je suis sûr que mon high beta, là, il est bien actif. Et quand je me relaxe, ou je détends juste un peu, pop, là je pars dans la lune, j'arrive pas, en fait, j'ai un manque d'énergie au milieu. C'est ça c'est la courbe en fait de l'énergie qu'un TDA et cerveau TDA, ils ont. Trop d'ondes rapides, trop d'ondes lentes et rien au milieu. Imaginez, c'est comme si vous devriez rouler en voiture et il n'y a que de la puissance en haut et il n'y a rien en bas. Donc c'est tout le temps à fond. Le problème, c'est que ça use. Ici, on a un autre profil d'une fille. Donc, tout ça, c'est des personnes diagnostiquées. Je dirais là, il y a un petit point en θ, il y a un petit peu d'activation, mais les symptômes, ils étaient voilà, bien réels et des difficultés bien réelles. Ici, on a un garçon de 10 ans, donc on retrouve. Le point commun, c'est toujours ondes lentes et ondes rapides qui sont dérégulées. Dont tu veux le débrief aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, ok. Ok. Oui. Donc, et surtout, le manque d'alpha, là, ça par contre, ça, c'est que quand on voit ça, ça veut dire qu'il ne sait pas tenir en place et qu'il a un mal-être, il va aller chercher de la stimulation. C'est typiquement, les TDA, ils ont tendance à aller chercher tout le temps de l'intensité parce que quand on est intense, on est là, on a de la puissance, on gère. Et là, voilà, on n'a pas envie d'être là, on a envie d'être là. Sauf qu'à long terme, ça marche pas. Ça épuise toutes les ressources. Et surtout l'entourage aussi. Voilà. Donc, il faut savoir que toute l'activité du coup qu'on voit ici, ce n'est pas forcément dû au TDAH et qu'il y a beaucoup de comorbidités qui accompagnent généralement le TDAH, notamment par exemple l'anxiété, la dépression, etc. Donc, toute l'activité que vous voyez, ce n'est pas forcément le TDAH. Le TDAH étant la cause, et après on essaye de vivre avec, et le cerveau lui-même, sans que vous l'ayez contrôle dessus, va développer des stratégies, mais qui sont valables pour du court terme, mais pas sur du long terme. Voilà. Donc, le cerveau, il nous dit tout. Donc, les mêmes symptômes, donc hyperactivité, inattention, ils peuvent avoir une origine différente. Et notamment, on voit, c'est le cas avec ce cerveau-là.
Donc, on voit, comme François en parlait avant l'alpha frontal gauche, donc un excès d'onde alpha au niveau frontal gauche, et c'est signe de tristesse, voire de dépression. Et donc, le cerveau est ralenti, c'est ce qui dégrade la concentration et l'attention. Et donc, en fait, c'est le même symptôme que le TDAH, mais l'origine est complètement différente. Là, en fait, on a la combinaison de trois facteurs ici. On a l'anxiété qui est là, voilà. On a l'alpha en frontal, ça c'est du brouillard mental, j'arrive pas à me concentrer. Et en plus, comme il y a l'asymétrie frontale qui est marquée, c'est un biomarqueur de la tristesse, ben, de toute façon, ça sert à rien, je vais pas commencer. Donc, initiation de l'action aussi. Voilà, de toute façon, je pense pas que je puisse le résoudre, donc j'y crois pas. Donc je vais même, on est dans l'évitement. Et c'est pareil, donc l'initiation de l'action, ça fait partie des symptômes qui sont connus dans le TDAH et qui sont connus dans la dépression. Donc les deux sont les mêmes, mais l'origine n'est pas la même. Donc il y a de nombreuses études aussi qui ont été menées sur le TDAH qui montrent qu'il y a aussi une sous-connectivité donc à l'intérieur du réseau du mode par défaut. Et le réseau du mode par défaut, c'est le réseau qui, pendant un état de repos ou de réflexion, va être le plus activé. Donc, je vous épargne les détails de quelle structure, vous avez un petit schéma, mais bon, voilà, c'est pas... En fait, le réseau mode par défaut, il s'appelle mode par défaut parce que c'est le plus grand réseau qu'on a et c'est celui qu'on utilise le plus et c'est le siège de notre personnalité. Qui je suis, à quoi je sers, où je vais. S'il n'y avait pas de DMN, ben, on ne saurait pas. C'est d'où le terme par défaut. C'est quand on fonctionne par défaut sans autre... c'est dans cet état-là, c'est ce réseau-là qui fonctionne. Et donc, la différence entre une personne, on va dire, qui réussit bien sa vie et une personne qui a plus de difficultés, c'est notamment un DMN qui fonctionne mieux. Parce que si vous avez un DMN trop actif, ça veut dire que vous pensez trop, mais que vous ne faites pas. Parce que le DMN s'éteint dès que vous passez en action. Voilà, c'est ce que je viens d'afficher. Donc, dès qu'il y a une tâche qui est mise en place, dès que vous mettez à travailler, dès que vous mettez à lire, donc l'activité du DMN elle diminue pour laisser place au réseau attentionnel qui va vous permettre de vous focaliser. Et donc cette activité, elle est anticorrélée. Donc ça veut dire que plus l'activité du DMN elle augmente, plus l'activité des réseaux attentionnels elle diminue, et inversement, plus l'activité des réseaux attentionnels augmente, plus l'activité du DMN elle diminue, parce que les deux sont contradictoires en fait. L'un fonctionne quand l'autre ne fonctionne pas. Et donc ce que vous voyez ici, c'est ce que nous on est capable de modéliser avec notre logiciel. De la connectivité au sein du réseau du mode par défaut. Et là, on voit qu'en majorité, il y a une sous-connectivité. Donc, c'est le cerveau d'un enfant TDAH qui a une sous-connectivité. Et en fait, cette sous-connectivité au sein du DMN, c'est ça qui va faire que le DMN va avoir des problèmes de dysfonctionnement et donc va faire interférence lorsque les réseaux attentionnels se mettent en action. Typiquement, c'est quand il y a un changement de programme, il y avait quelque chose de prévu, je dois penser à autre chose, voilà. Ça ne va pas. Et ça, c'est les laps attentionnels, en fait. Ou passer du loisir, maintenant faire les devoirs, non. Voilà, je suis ailleurs. Voilà. Je pense à autre chose. Et donc là, on a une vidéo où on vous montre un peu comment ça fonctionne. Et donc, c'est l'EEG d'une jeune femme de 20 ans qui est diagnostiquée TDAH. En fait, ça, c'est ce que nous, on regarde 8 heures par jour. Là, on vous montre l'envers du décor. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous, on voit. Donc, vous avez chaque ligne, c'est une électrode sur la tête d'une personne qui, là, elle ne fait rien. Non, elle ne fait rien. Donc, elle a les yeux ouverts et elle ne fait rien. Elle est à l'état de repos. Qu'est-ce qu'on peut observer? Ça vous parle, c'est intéressant, mais même si vous n'êtes pas un expert, vous allez quand même pouvoir visionner plusieurs choses. Même les ondes brutes, là, ici, vous voyez qu'il y a des lignes qui sont plus pointues. Les jets bruts, c'est comment la personne se sent, c'est le meilleur reflet. Plus c'est pointu, plus c'est désagréable, plus la personne est tendue. Et plus c'est grand comme ça, là, vous avez une vague d'intérioriser, d'être dans la lune, voilà. Là, voilà, c'est comme ça, là. Voilà, ça c'est, hop, là, à ce moment-là, en fait, c'est le cerveau, il arrête, l'information ne circule plus, pouf, il y a une idée, et puis, j'en étais où? Parti. Et c'est caractéristique du TDAH, du coup, cet excès d'ondes lentes qu'on voit là, à ces endroits. Et donc là, vous le voyez sur le côté. Ça, c'est la modélisation des petites têtes qu'on vous a montré avant, avec l'apparition des ondes ou pas. Donc, il y a d'excès d'ondes lentes et excès d'ondes rapides en même temps. Et donc là, je suis en train de faire quelques réglages pour montrer en fait que notre logiciel lui permet de modéliser, c'est notamment les connexions dans le cerveau, donc du réseau du mode par défaut, mais on peut faire tout autre type de réseau. J'ai pris celui-là parce que je vous ai parlé des études, mais on peut voir le cerveau en surface avec les activations, les dérégulations de surface. Et là, ce que moi je montre, c'est les dérégulations en profondeur
entre les aires de Brodmann, donc ce qui constitue le cerveau, les aires qui constituent le cerveau, dans le réseau du mode par défaut. Et donc, on voit qu'il y a majoritairement des traits bleus. Donc, une sous-connectivité, l'information est ralentie, elle passe moins bien entre ces régions du mode par défaut, ces régions du réseau du mode par défaut. Et c'est en entraînant cette connectivité, après on vous expliquer comment, qu'on peut diminuer ou voire éliminer les symptômes qui sont liés à cette dérégulation. Mais si on ne mesure pas, on ne sait pas cibler l'action. Voilà. La différence entre la médication, c'est tout le cerveau qui est inondé, c'est pas spécifique. Et là, nous, on va vraiment, tiens, la faiblesse de ce cerveau, c'est là, et on va entraîner cette zone-là, et cette partie-là. Qu'est-ce qui pose problème? Et donc là, ce qu'il y a sur le côté, j'ai mis pause parce que la vidéo, elle arrive à la fin. C'est pareil, une image qu'on peut modéliser du cerveau, donc ça ressemble beaucoup à une IRM. Bon, c'en est pas une, c'est pas aussi précis, mais on voit les dérégulations de surface, du coup, avec les différentes couleurs selon l'activité du cerveau. Voilà, là, vous a montré l'envers du décor. Donc, on a deux exemples de cas qu'on voulait vous montrer. Donc, d'abord, le cas d'une jeune femme de 20 ans, où on voit, donc ça, c'est l'enregistrement initial qu'on fait tout au début avant de faire le neurofeedback. Donc, c'est l'état de repos, comme vous avez vu avant. En fait, c'est le même principe que ce qu'on vient de voir juste à l'instant. C'est l'état de repos, les yeux ouverts. Donc, on voit qu'il y a une grande quantité de lentes, donc θ. Donc, elle a beaucoup de θ caractéristiques du profil du TDAH, mais aussi beaucoup de lentes alpha. Donc, elle a des problèmes de concentration. Elle a des problèmes, donc elle a un gros brouillard mental, mais on voit aussi qu'il y a une grosse anxiété qui est bien présente. Et on voit tout ça là, donc on voit non seulement le réseau du mode par défaut à l'intérieur, mais tout plein d'autres régions. Et on voit que l'information est vraiment ralentie dans ce cerveau. Il a vraiment du mal à accéder à ses ressources et à ce qu'il peut faire. Et donc, après le neurofeedback, on voit que le θ, il a bien diminué. Donc, normalement, il devrait y avoir moins de soucis pour se concentrer, moins de soucis pour se mettre en action. Pareil, les ondes alpha, il n'y en a plus. Là, on n'en voit plus. Pareil, donc, moins de brouillard mental, plus facile d'accomplir des tâches. Par contre, l'anxiété, elle est toujours présente. Donc, le neurofeedback, c'est spécifique. On vise des choses qu'on veut améliorer. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il faut continuer les séances dans ce cas-là pour pouvoir faire disparaître. On ne peut pas tout faire disparaître, ce n'est pas un miracle, on n'a pas de baguette magique. Voilà. En fait, ce qu'on va vous expliquer après, c'est de l'entraînement qu'on fait. Le cerveau est un muscle, on peut l'entraîner. Mais nous, ce qu'on fait, même en combinant différentes technologies, nous, on peut faire que les invitations vers le cerveau. Et le cerveau, en fait, il fait ce qu'il peut. Voilà. Il fait les changements à la vitesse qu'il peut. Il y en a qui ont besoin d'aller plus vite, il y en a qui ont besoin d'aller plus lentement. Voilà. Donc, deuxième cas. Ici, ça c'est une jeune fille de 8 ans, et ça c'est plutôt frappant. Là, ça c'est les raisons, quand je vois ça, c'est les raisons pourquoi j'adore mon métier. C'est parce que quand je vois la situation, donc avant, à quoi ressemblait le cerveau, hop là, Oui, tu avais cliqué. J'avais cliqué, ok. Donc on voit déjà un épuisement, donc les ondes blanches, elles sont toutes en négatif. Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui est on-off, soit pap ou entre les deux, il n'y a pas. C'est un interrupteur. Ça ne peut pas dire autrement. Et quand je vois un high beta, donc les ondes de Gaza à l'arrière, ça c'est comme ça, je sais que le sommeil est très mauvais. Donc il n'y a pas de récupération possible. La personne se réveille déjà fatiguée le matin, mais 1 heure pour émerger, etc., etc. Et au bout de X séances, on n'a jamais. Le but n'est pas de décider de jolies images et que tout soit blanc et qu'il n'y ait plus rien, mais les symptômes ont largement diminué. Quand je vois ça, je sais que le sommeil est revenu. Il y a encore un petit côté obsessionnel qui est là, mais voilà, c'est voilà, net. Et c'est les pas. Nous, on va toujours mesurer les améliorations de différentes façons. On va en parler après un peu. Voilà. Pas seulement le cerveau, parce que le but n'est pas de faire de jolies images, mais il faut que la vie change. Et la question normalement qui vient, mais comment ça se fait que quand on fait ça, pourquoi est-ce que ça change dans la vie? Parce que le cerveau, c'est l'organe de contrôle, il contrôle tout. Comment vous réagissez à tout. Voilà. Donc là, c'est les yeux fermés. Donc avant, c'était les yeux ouverts, les yeux fermés. C'est la même personne. C'est la même personne. Et donc, on voit l'évolution. On voit l'évolution. Donc, le brouillard mental, dès qu'elle ferme les yeux, elle est ailleurs. Et en même temps, il y a un peu d'anxiété, etc. Et là, surtout, ce qui fait du bien, c'est le brouillard qui passe. Voilà.
et le sommeil, là, il est devenu possible. Le neurofeedback. Alors, pourquoi le neurofeedback? Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, non, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis plus de 50 ans. Première chose. Même si vous n'avez jamais entendu parler, c'est normal. Une bonne partie des professionnels de santé ne le connaissent pas non plus, malheureusement. Ça, c'est utilisé dans plein d'applications, on va en parler après. Sachez juste que pour la première application, c'était pour l'épilepsie. Donc, oui, il y a moyen de faire des choses. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment un entraînement du cerveau où on réapprend au cerveau de s'autoréguler. Parce qu'en fait, le cerveau, la version qu'on a, malheureusement, c'est une version bêta. Elle n'est pas finie. Et elle n'est pas adaptée à la vie qu'on a. Parce que si vous apprenez notre cerveau comme il est aujourd'hui, c'est le même qui a, on va dire, allez, 500 ans. Or, il y a 500 ans, les demandes les tâches qu'il devait faire, il était capable de le faire aujourd'hui et il n'est pas moins bien adapté. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une séance? En fait, nous, on va prêter nos capteurs, les bigoudis, comme je les appelle, au cerveau pour que lui, il ait un retour et qu'il apprenne à s'autoréguler. C'est ce qu'on appelle du conditionnement opérant. C'est comme l'éducation d'un chien. Bon comportement, récompense, image claire, son clair, musique plus forte, etc. Mauvais comportement, punition. Donc, on va diminuer le son, on va changer, moduler l'image, etc. Donc, on va dire 1 à 2 fois par seconde au cerveau, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Pour la personne, en gros, elle regarde un film ou écoute de la musique, ou on prend l'exemple du film, c'est comme si la télé avait un faux contact. Donc, l'image est un peu bizarre. Et dans une séance, il y a plusieurs milliers d'apprentissages. Donc, une séance, c'est normalement autour de 30 minutes de temps d'entraînement. Donc, il y a plusieurs milliers de fois qu'on dit au cerveau, fais ci, fais pas ça. Et donc, c'est le cerveau qui se change lui-même grâce à nos capteurs. Nous, on dit juste la cible et le cerveau fait ce qu'il peut. Il y a beaucoup de différents types de neurofeedback. C'est difficile à comprendre, mais on va essayer de mettre un peu de clair là-dedans. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'on va à la source. Le cerveau, c'est quand même là où tous nos comportements, nos ressentis, tout est centralisé. Et on ne fait pas d'interloop et on va directement mesurer dedans et on travaille à la source. Il n'y a presque pas d'effets secondaires et de risques. Presque, je dis, tout ce qui a un effet a des effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires? Alors, 100% de nos clients ont des courbatures du cerveau. Vous ne saviez pas que ça existe? Je vous garantis que chez nous, les gens, au bout de quelques séances, ils peuvent nous dire, ah, aujourd'hui, vous avez travaillé là. Non, vous avez travaillé là. Donc, c'est comme des... Mais les courbatures, c'est normal. Vous travaillez un muscle, donc vous le sentez. Les effets sont parfois comme ça, et deux personnes mettent plusieurs séances ou plusieurs heures. C'est une méthode scientifique. C'est pas du blabla. Si vous allez sur PubMed, qui est le répertoire de toutes les études scientifiques, vous tapez le mot neurofeedback, vous allez trouver plus de 2800 études. Ce qui est toujours étonnant, c'est que très peu de professionnels de santé en ont entendu parler. Nous, on fait de notre mieux, mais voilà. Juste pour il y a une grande différence entre les différents pays. Par exemple, en Allemagne, c'est remboursé par la sécurité sociale. Si c'est fait par un ergothérapeute, ça coûte 35 euros le 20 minutes. Nous, on ne peut pas travailler pour ces sous-là. Et si c'est fait par un psychothérapeute, là, vous avez des montants, voilà, vous pouvez avoir 20 séances, etc. Aux États-Unis aussi, sous certaines conditions. En Suisse, oui. En France, par contre, non. Ils disent non, c'est pas encore prouvé. Il faut encore faire des études. On ne sait pas pourquoi. Voilà, mais voilà, juste, ça marche. Voilà. On va vous donner aussi un peu d'exemples. On a déjà donné, mais encore des exemples clients qu'on va donner des choses que nous, on parle plus de neurothérapie que de neurofeedback. Pourquoi? Parce que le neurofeedback seul, ça marche, mais nous, on le combine. Aujourd'hui, les gens ils veulent des résultats vite. Et donc, nous, on combine ça avec d'autres choses. C'est pour ça qu'on parle plutôt de neurothérapie. Comme je dis, il y a la première étude, c'était bientôt 60. C'est plus 50, c'est 60. Alors, à quoi ça ressemble? Comment ça marche chez nous? En fait, la personne, et c'est pour ça que les enfants, ils aiment bien venir chez nous,
pense que le plus jeune que j'ai fait cet été, c'était 3 ans. Mhm. Et le plus âgé que j'ai fait, c'était 94. Donc, peu importe l'âge, ça marche. Une fois qu'on a fait cette analyse initiale où on voit qu'est-ce qui est dérégulé, cette cartographie de votre cerveau, et que ça, c'est les symptômes sur lesquels vous travaillez, vous avez fait un contrat, vous avez tel objectif, ok. Les séances, normalement, ça dure 1 heure, une fois par semaine, ça c'est le rythme normal, on peut faire plus rapproché quand il y a un besoin, ça c'est nous qui allons pouvoir le dire une fois qu'on a vos données, pas avant. Donc l'entraînement, c'est, vous avez les bigoudis sur la tête, en temps réel, notre cerveau, notre ordinateur va mesurer comme on vous a montré donc les courbes, il va le traduire en graphique en temps réel, il va le comparer. Donc, c'est 30 millisecondes entre le moment où on mesure et au moment où il y a un feedback. C'est donc, vous ne pouvez pas le contrôler. N'essayez pas, ça marche mieux si vous laissez faire. Donc, si ici, le high beta, par exemple, augmente, vous pourrez toujours voir le film, mais l'image, la luminosité va diminuer et le son va diminuer. De telle façon à ce que le cerveau, j'aime pas. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on règle le logiciel en amont pour dire on choisit ce réseau-là qu'on veut travailler. De cette manière-là, on veut qu'il effectue cette activité pendant cette durée-là, avec cette difficulté-là. Et c'est ça qui va permettre, du coup, à partir du signal qui est traduit, de dire ah, c'est OK, c'est pas OK, et donc de faire le feedback. La différence aussi, c'est que il y a différents types de neurofeedback. Celui que nous, on travaille, c'est vraiment des protocoles personnalisés. Même si je fais le même réseau chez 10 personnes, ça va être 10 fois des valeurs différentes parce qu'on se base toujours sur le cerveau de la personne pour faire les paramètres d'entraînement. Pour avoir un ordre d'idée, on peut aller jusqu'à 2000 paramètres qui sont entraînés en temps réel. Voilà. Et c'est pas nous qui cliquons. Parfois, les clients me disent, mais qu'est-ce que vous faites derrière? Oui, mais nous, on met le seuil parce qu'il y a des seuils magiques. Voilà. Et donc, la personne choisit un film, un support et regarde donc le feedback et l'image et le son sont changés en temps réel. Et le fait, ce que l'entraîneur fait pendant la séance, il module le seuil pour que ce soit assez intéressant pour le cerveau pour qu'il continue, mais pas trop difficile pour qu'il abandonne. Et vous savez, le seuil de frustration chez un TDA, il est plutôt bas. Donc, nous, on l'accommode avec de la stimulation, de la neuromodulation, et on va peut-être dire 2-3 mots là-dessus encore. La bonne nouvelle, c'est que vous ne pouvez pas échouer et que vous pouvez faire des choses, vous pouvez aussi utiliser cette stratégie, etc. Voilà. Et le cerveau, en fait, dans le temps, il s'apprend. À chaque séance, nous, on voit en temps réel qu'est-ce qui change, et aussi, on voit les progrès que fait la personne. Voilà. Ça dure dans le temps, sauf si c'est un défaut, on va dire, hardware. Donc, si par exemple, votre cerveau, on parle de démence ou Parkinson, on peut aider là-dessus aussi, mais ça va être différent d'un TDA où vraiment l'idée, en fait, l'idéal, c'est comme pour l'autisme, il faut commencer le plus tôt possible. Ça ne sert à rien d'attendre. Vous ne gagnez rien. Voilà. J'ai une question. Ouais. Que je regarde sur le... Alors, il y a une question qui est arrivée. Non. Ah si. Peut-on faire des mesures neurologiques même sans diagnostic traditionnel? Oui. Nous ne donnons pas de diagnostic. Nous ne faisons pas de diagnostic. Pourquoi? Parce que c'est le médecin qui doit le faire. Et que souvent, les diagnostics qu'on voit, on n'est pas toujours d'accord. Nous, on donne un ordre d'idée de ce qui se passe dans votre cerveau, parce qu'on peut dire à partir de ce qui se passe dans votre cerveau ce qui est possible, mais on ne donne pas de diagnostic. Voilà. Alors, est-ce que je comprends que la neurothérapie peut avoir un effet sur la qualité du sommeil? Oui! Totalement. C'est notre première cible. Ouais. Première cible que nous, on va mettre en œuvre. Il faut que le sommeil revienne pour que vous vous reposiez, pour que le matin, vous puissiez repartir, que votre cerveau apprenne. Et d'ailleurs, les clients, normalement, au bout de la 4e, 5e séance, ils disent les rêves reviennent, ils deviennent très réalistes, il y a plein de choses. Et quand ça met en marche, ça veut dire que, allez, hop là, on est dans la spirale positive, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi en disant j'ai des problèmes à me concentrer, j'ai des problèmes de mémoire, c'est mon problème majeur. Mais ça, il faut aussi savoir que c'est dû au sommeil. Si on dort mal, ben oui, on a des soucis pour se concentrer parce que le cerveau n'est pas efficace. Et de même pour la mémoire, en fait, c'est comme le disait François, le sommeil, c'est ce qui permet de consolider les informations, donc de vraiment rendre les informations, de les mettre ancrées dans le cerveau. Et donc, si le sommeil n'est pas récupérateur, on ne consolide pas d'informations, donc on ne crée pas de souvenirs et pas d'apprentissage. Alors,
nous... Il y a encore une autre question. Ah, encore une question. Ouais. Quand il y a un HPI, est-ce que les symptômes peuvent être moins forts chez les filles? Ah, est-ce qu'ils peuvent être moins forts? Être moins forts que chez les filles? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, avec le HPI, ce qui arrive généralement, c'est que tout le monde masque, enfin, compense. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de cas où, dans le cas du HPI, c'est des personnes qui, du coup, avec l'énergie du TDA, arrivent à faire plein de choses et le HPI, donc c'est généralement des entrepreneurs qui font beaucoup de voyages, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui, autour de la quarantaine, donc en fait, tombent en burn-out parce que la compensation, la méthode de compensation, elle arrive au bout de ses capacités et donc ils tombent dans le burn-out parce que toute l'énergie elle a été consommée et que c'est plus possible de fonctionner comme ça. Oui, en fait, ils ont appliqué une stratégie court terme sur de long terme. Là, ça épuise les batteries et surtout quand on se rapproche de la moitié de vie, d'un coup, la stratégie, les objectifs, c'est plus les mêmes, les enfants ont grandi et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, j'imagine que pour les femmes, c'est encore plus, ça doit être encore plus appuyé puisqu'il y a le masquage et cet aspect compensatoire du HPI, donc les deux combinés. Normalement, c'est HPI plus TDA, il y a de l'anxiété 1000% sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des résultats en neurothérapie pour les femmes en périménopause? Oui, c'est pas pour ça qu'ils viennent nous voir, ça dépend des symptômes, mais normalement, le mauvais sommeil en fait partie, les sautes d'humeur, je dirais que tout ce qui est phénomène plutôt symptômes corporels, moins, même si on travaille sur le corps. D'ailleurs, ça me permet de faire la liaison avec ce que je vais dire maintenant. La neuromodulation, nous, on voit le cerveau pas comme tout seul, mais il est couplé avec beaucoup d'autres choses. C'est pour ça qu'on cible aussi plusieurs choses. La première chose qu'on va cibler, c'est le nerf vague. Le nerf vague, en gros, il faut s'imaginer, c'est le nerf qui parcourt tout le corps et c'est l'interface entre le cerveau et le corps. Donc, tout ce qui est information, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que l'estomac est en train de faire, ça passe par le nerf vague. Mais les commandes aussi, qu'est-ce que le cerveau dit à l'orteil gauche de faire, etc., tout ça, ça passe par le nerf vague aussi. Le nerf vague, c'est surtout, on va pouvoir travailler sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire des choses qu'on ne contrôle pas. Vous ne pouvez pas contrôler vos battements de cœur. À moins, sinon vous me direz comment. Donc, c'est ce qu'on appelle le sympathique, parasympathique, activé, pas activé. Et bon, si c'est les gens qui veulent vraiment en savoir plus que ce que je conseille, parce que c'est un sujet passionnant, intéressez-vous à la théorie polyvagale. Vous trouverez plein de choses. Il est le nerf vague et le système nerveux autonome. Nous, on le mesure aussi et on sait qu'il est dérégulé quand vous êtes sous stress, quand vous avez TDA, quand vous avez vous êtes dans le spectre. Voilà, on voit tous nos clients, il est dérégulé. Et donc, nous, la première chose qu'on fait avant de même faire les séances, on va vous mettre à disposition de la stimulation, mais qui utilise les sons, les oreilles, pour aller toucher le nerf vague. Et le nerf vague, il est là pour le sentiment de sécurité. Et là, ça, je pense que ça part long. Voilà, c'est ce qui manque. Voilà. Il y a encore une question. Je pense que Jace est très. Voilà. Le battement de cœur, vous pouvez influencer, mais vous ne pouvez pas contrôler, pas consciemment. En fait, c'est plus que les battements du cœur, c'est le fait que le cœur batte. Voilà, c'est le système nerveux autonome, c'est ce qui contrôle le fonctionnement du cœur, le fonctionnement des poumons et le fonctionnement des organes. Parce que vous ne pensez pas consciemment, oh, je veux que mon cœur batte. Vous ne pensez pas consciemment, oh, je veux que mes poumons filtrent l'air, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait le système nerveux autonome. Jace nous parle des moines tibétains. Oui, avec des années d'entraînement, on peut prendre contrôle de beaucoup de choses. Mais est-ce que vous avez le temps? Moi, je dis souvent, vous pouvez atteindre la même chose que ce que nous on fait si vous avez 10 années de méditation devant vous et que vous avez la patience pour le faire. Nous, on va aller plus vite et plus à la source, voilà, plus rapidement. Un des autres outils qu'on utilise, c'est la neurostimulation électrique. C'est pas les chocs électriques, donc certains, surtout les TDA, ils adorent plutôt la stimulation. Ils disent c'est le massage du cerveau. Voilà. Donc on va induire des petites quantités non dangereuses de courant électrique à différents endroits. Puisqu'on a votre cartographie, on sait ce qu'il faut faire et on va donner de l'énergie dans le système. Et ce qui va permettre au cerveau de se réorganiser de façon beaucoup plus efficace. On travaille aussi avec le deuxième cerveau, c'est-à-dire le ventre, voilà, le système, tout ce qui est abdominal.
petite info, la sérotonine, elle est consommée dans le cerveau, mais elle est produite et stockée là. Et donc, si vous avez, comme la plupart des TDA sont sensibles à la lactose, au gluten, donc il y a de fortes chances que votre estomac, la digestion, ça aussi entre plutôt c'était plutôt rapide et plutôt, quand vous êtes plutôt dans le triste, inhibé, vous êtes plutôt dans la constipation. Voilà. Donc, nous, les enfants, ils adorent ça. Il y en a qui appellent ça, c'est comme la couette chauffante, ça fait du bien-être. Voilà. Et donc là, on va travailler avec de la stimulation magnétique à faible intensité. Ce n'est pas de la stimulation magnétique intracrânienne. Notamment pour tout ce qui est digestion, inflammation chronique et autres. On peut aussi la passer à d'autres endroits du corps en fonction des besoins, c'est personnalisé et on a énormément de choses qu'on peut faire. L'autre ajout, c'est ce qu'on appelle la photobiomodulation, c'est de la stimulation lumineuse intracrânienne. En gros, c'est de l'infrarouge qui traverse les crânes et on peut aller stimuler certaines parties du corps, du cerveau, leur donner de l'énergie pour faire les entraînements, pour faire les changements. Ça pourrait être un sujet à part, ça va d'ailleurs être un sujet. Qu'est-ce que ça fait la photobiomodulation? Ça active la réparation au niveau cellulaire. Donc, c'est juste aussi simple que ça. Nous, on mesure et on mesure aussi les tests cognitifs pour voir vraiment où sont les forces et les faiblesses. Je te laisse peut-être. Donc là, vous avez un exemple d'un test cognitif qu'on peut passer, qui est basé sur un test neuropsychologique connu, le test de Stroop, personne qui connaisse. Donc ça, c'est la plateforme qu'on utilise qui s'appelle Creos. Et donc, je vais passer ces tests en ligne à tous les clients avant leur premier rendez-vous, donc avant qu'on fasse la cartographie de leur cerveau, pour avoir un ordre d'idée, comme j'ai dit, de leurs forces et de leurs faiblesses. Donc, ça évalue différentes fonctions, donc la mémoire, les fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est tout ce qui se permet de s'adapter à toutes les situations nouvelles. Donc, comme je disais avant, tout ce qui est planifié, inhiber une action qui est automatique, être flexible, être capable de jongler entre les informations, voilà, c'est ça. Ça évalue aussi les fonctions attentionnelles. Le raisonnement déductif, donc par exemple déduire une règle, et perceptif, par exemple, être capable de différencier des figures. Et le raisonnement verbal, donc le sens d'une phrase, par exemple. Et ceci va naturellement, nous, on va utiliser pour voir quelles sont les forces et faiblesses et comment est-ce que ça correspond à ce que la personne dit, où elles sont ses difficultés, parce que parfois, on trouve des choses différentes de ce que la personne dit. Là, par exemple, c'est le mien. Voilà. Et parfois, c'est aussi c'est utile avant, après. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Si par exemple, je ne me rends pas compte, oui, j'ai l'impression que c'est plus facile. Oui, mais non, là, nous, on mesure. Voilà. Il y a une différence. Et en fait, chaque test permet d'évaluer une fonction. Et à partir de cette fonction, on peut évaluer des situations ou des réseaux. Dans la vie quotidienne. Oui, les réseaux qui sont mis en jeu et les régions cérébrales, mais chaque fonction a un but dans la vie quotidienne. Et donc, nous, on fournit avec cette batterie de tests d'ailleurs, des explications dans la vie quotidienne de comment peuvent s'appliquer, avoir un bon résultat à ce test-là. Typiquement, le cas typique chez les filles auquel je pense, c'est si elles sont anxieuses, donc anxiété de performance, plus encore un petit peu peut-être de haut potentiel, on dit oh mais j'ai tout essayé, j'ai rien réussi, etc. Et quand moi je vois les résultats, j'ai dit moi je suis jaloux, j'aimerais voir vos résultats. Voilà, ça c'est le cas typique des filles. C'est ah non mais j'étais pas bien, etc. Non j'étais pas. Après il faut dire que les tests ils donnent cette impression-là aussi. Ils sont faits pour ça. Ouais. Ceux-là du moins. Ouais. Mais voilà. Donc, comme dit, là, sur le rapport, vous pouvez voir ce qui est en dessous de la moyenne, ce qui est dans la moyenne, donc voilà, ce qui est normal, entre guillemets. Normal, j'aime pas ici. Les forces et faiblesses. Mais là, on voit du coup les faiblesses, ce qui est dans la norme, et les forces. Donc là, on voit que notamment, j'ai des forces au niveau de l'attention et de l'inhibition. Ah bon. Ouais. Donc, comme tout outil, le neurofeedback, il n'est pas infaillible et donc il a ses limites. Ah oui, voilà. Il n'y a pas de pilule magique. Nous, parfois, on a l'impression d'être magicien. Certains clients nous voient comme des magiciens, mais il y a des critères qui font que ça va marcher ou pas. Il faut le voir comme un entraînement et on va vous donner toute une série de recommandations, notamment l'hygiène de vie. Est-ce que je l'ai déjà dit? Sommeil, alimentation, voilà. Mais, et on sait pourquoi on le dit, parce qu'on sait que ça marche. Il va y avoir aussi des compléments alimentaires,
etc. C'est les personnes, les clients qui en tirent le plus de bénéfices, c'est ceux qui appliquent, qui ne disent pas oui, oui, mais qui le font. Voilà. Deuxième chose, on ne peut pas être magique. Si l'enfant est dans un, je sais pas, il y a du bullying, donc du harcèlement à l'école, on ne va pas pouvoir faire des miracles. On va pouvoir l'aider pour surmonter, mais on ne va pas pouvoir enlever la cause. Donc, le neurofeedback va à la source, pas à la cause des problèmes. Voilà. Si vous avez trop de médication, pour les jeunes filles, normalement, ce n'est pas le problème. Mais disons que pour les personnes plus âgées, si vous devez noter sur un papier toutes les médications que vous prenez, bah, ça veut dire qu'il y aura un risque aussi qu'il y ait des effets secondaires. Pourquoi? Parce que les médicaments, ils vont agir plus fort après le neurofeedback. Pareil pour l'alcool, pareil pour les drogues, c'est beaucoup plus fort. Il y a des choses où on peut pas, où le neurofeedback n'est pas conseillé, on a très peu, notamment les plaques de métal. Et bon, il faut quand même aussi comprendre la langue et pouvoir se comprendre, voilà, ses pensées. Et pour les traitements aussi, il y a des traitements qui ont un effet direct sur les ondes cérébrales, donc qui ont un effet direct sur la manière dont le cerveau réagit et agit. Et donc ça aussi, c'est un truc qui fait que nous, on a pu avoir plus de difficultés à montrer, à faire en sorte que l'apprentissage du cerveau soit plus efficace. Alors, ça c'est, voilà, on ne fait pas que du TDA, malgré que je pense que c'est une bonne partie de notre travail, que ce soit enfant ou adulte. Mais en fait, on a aussi suivi déjà des gens avec tout ce qui est 10, calculi, 10, orthographie, 10, 10, 10. Problème de l'accord. L'autisme, parmi nos clients, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le spectre, ou qui le sachent ou non, mais en tout cas approche. Les HPI, donc haut potentiel, et les gens dits hypersensibles. Pour moi, hypersensibilité, c'est surtout un problème de filtrage du cerveau. Mais il y a tout ce qui est donc le traditionnel, tout ce qui est émotionnel, anxiété, tristesse. Plus de l'ordre psychiatrique. Voilà, mais là, je pense qu'on a aussi une vraie carte à jouer, c'est tout ce qui est traumatisme, donc psychologique ou physique. Voilà. Après, il y a tout ce qui est où on a un très très bon taux de réussite, c'est tout ce qui est migraine, presque 100%, presque. Voilà, cet été, on a eu un cas qui a été résistant. C'est le premier depuis 10 ans. Après. Et là, on peut parler peut-être. Oui, là, il y avait pas mal de raisons. L'hygiène de vie, disons. L'hygiène de vie, voilà. Et puis, les gens aussi qui disent, voilà, en situation de crise, burn-out, bore-out, ça va faire les mêmes. Le bore-out, c'est si vous êtes challengé dans votre travail ou dans vos études, à un moment, votre cerveau va s'ennuyer, ça peut faire les mêmes dégâts que un burn-out. Voilà. Les sportifs le font. Vous pouvez être sûr que 100% des sportifs des dernières Olympiades ont tous été entraînés. Ils ne vont pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est prouvé que ça augmente votre performance. Dans les études, par exemple, ils ont montré que les chirurgiens opéraient 20% plus vite, que les sportifs récupéraient plus vite, etc. Donc, oui, c'est du doping légal. Où est-ce qu'on se situe? Après avoir été plus de 5 ans dans un milieu purement médical avec médecins, psychiatres, psychologues et autres, on a fait le choix de sortir du milieu médical et de nous installer dans un environnement cozy, agréable. C'est un open space. On est situé central, près de la gare, donc les moyens de transport public, le tram. C'est accessible à tous, y compris en chaise roulante. C'est agréable, c'est surprenant. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas, ça change des blancs cliniques. Voilà. Mais à savoir que tous nos rendez-vous, ils se déroulent en privé, dans un bureau, voilà, où il y a le clinicien avec le client. Voilà, vous êtes espace privé. Hein. On a un espace privé à l'intérieur de ça. Malheureusement, on a assez de boulot, on n'a pas de secrétaire, donc on n'a pas de numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Vous ne pouvez pas juste venir nous voir comme ça. Tout le monde est plutôt bien occupé. Donc, le moyen de nous joindre, c'est info et c'est l'adresse email. Ou si vous voulez vraiment qu'on prenne du temps pour répondre à des questions plus poussées, on a la téléconsultation en ligne. Voilà, ça c'est sur notre site. Il y a plein de ressources. C'est très utile. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, biographie, les questions courantes. Tout est dessus. Les différentes approches, plus en détail, vous voulez comprendre plus. C'est multilingue, les traductions ne sont pas parfaites, je sais, mais voilà. Ça fait déjà l'affaire. Voilà. Les FAQ sont très importantes. Alors, je peux déjà vous faire les plus importantes.
Non, on n'est pas remboursé par la CNS. Non, il ne faut pas de diagnostic. Non, on ne fait pas de diagnostic aussi. Non, on ne fait pas de diagnostic. Ça, c'est les 3 questions les plus fréquentes. Voilà. Nos services sont malheureusement assez chers. C'est pour ça qu'on a une petite offre bientôt. Si vous voulez en savoir plus, on a toute une série de vidéos, combien, je ne sais pas, une vingtaine, je crois, 30 vidéos en ligne sur les différents sujets. Les migraines, le PTSD en français, en anglais, des témoignages, etc. et autres. On va reprendre la production. C'est le premier webinaire qu'on a fait depuis plus d'1 an. Et il y en aura un le mois prochain. Mais ce que je vous invite à faire, c'est ne nous croyez pas, allez lire ce que les clients disent sur nous. Je pense que c'est mieux. C'est normal que moi je parle en bien de mes services, mais allez lire ce que eux disent. Voilà, je pense qu'on approche les 100 avis. On est un peu plus de 80, voilà. Des 90. Ouais. Mais si on cumule Facebook et les autres, oui. Ça fait, voilà, on y arrive assez facilement. Sur Google. Allez lire. Vous trouverez presque tous les cas et toutes les langues. Voilà. Alors, notre petite surprise, donc, nos services sont chers, mais parce qu'on est efficace et que tout ce qu'on fait est cher aussi. Donc, on a décidé de faire une réduction pour les gens qui en ont marre et qui ont envie de changer ou qui sont juste curieux de voir qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau. Si vous décidez jusque lundi, 23h59 pour être précise, merci Patrick, avec le code rapide 2024, vous avez une réduction de 200 €. Sachant que la brain map, donc ça consiste en l'anamnèse, l'enregistrement des données, les tests neuropsychologiques, plus un deuxième rendez-vous d'1h30 normalement avec moi pour parler des résultats. Ça coûte autour de 595 et là avec 200 €, donc vous aurez. Si vous mettez plus de temps, pas de souci. Pendant 1 mois, jusqu'à la prochaine visioconférence, il y a le code TDH 2024 qui vous donne 100 € de réduction. Et vous avez les QR codes en haut pour soit réserver un rendez-vous pour adultes, donc pour une brain map, soit un rendez-vous pour enfants, voilà. Pour une brain map. Pour aller regarder. Notre prochain webinaire sera avec Elisa et qui sera donc autour des traumas, parce que c'est un des sujets qui est pire encore que le TDAH chez les filles sous-diagnostiquées et qui est une réalité malheureusement. Ce sera donc le 27 novembre. Vous serez avertis en temps et en heure. Alors, je tenais à vous remercier de nous avoir libéré votre temps de cerveau. Il y en a qui sont restés jusqu'à la fin. C'est fantastique. Est-ce qu'il y a encore des questions qui sont à répondre? Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. De rien, on est là pour ça. Et j'espère que ça a donné des idées. Si vous avez encore des questions, donc c'est le moment de parler. Hein. Donc, à tous ceux qui n'étaient pas là tout au début quand on a commencé à parler, oui, il y a un replay. Pour les QR codes, si vous n'avez pas eu le temps de faire de capture d'écran ou de les scanner, sur notre site internet, vous avez accès à tout. Sinon, n'hésitez pas à nous envoyer un email, on répondra avec plaisir à vos questions ou à réserver du coup une téléconsultation pour discuter avec nous et nous faire part de vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.